Bonjour. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés à définir le marxisme comme ayant au fond deux problèmes très graves. Le premier, c'est de considérer que tout est lutte des classes, et que, en réalité, il doit y avoir une vision philosophique marxiste qui définit l'intégralité de l'histoire et de toutes les relations humaines comme étant une question de lutte des classes. Et la deuxième, c'était de déterminer que, en voulant casser quasiment toutes les élites et toutes les structures d'élite, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire les patrons, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire absolument tout ce qui faisait les instances plus complexes de la société, le marxisme allait forcément devenir une idéologie religieuse, on peut dire, puisque ça devient un combat du bon prolétaire contre le mauvais bourgeois, une idéologie religieuse qui ne pourrait faire qu'une seule chose, c'est détruire absolument toutes les sociétés pour pouvoir imposer sa religion d'un nouvel âge. Sauf que, et vous l'avez sûrement entendu plein de fois, à chaque fois qu'on a essayé d'avoir le communisme, à chaque fois qu'on a essayé d'appliquer le marxisme, ça n'a pas marché. Et donc vous avez eu un imbécile, sorti tout droit d'une fac où il a eu un diplôme d'une stérilité totale, qui est venu vous expliquer très doctement et très péniblement que ce n'était pas le vrai communisme. Oui, puisque le vrai communisme est totalement inapplicable. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vous demande de suivre une idéologie inapplicable ? Eh bien, d'une façon ou d'une autre, vous brodez ou vous mentez. Ou vous allez jusqu'au bout de l'horreur. Vous suivez l'idéologie folle jusqu'au bout. Il se trouve que pour leur malheur, beaucoup de pays ont suivi le marxisme. Évidemment, tout le monde va penser avant tout à la pauvre Russie, qui est devenue le RSS. On pourrait y rajouter la Corée du Nord, on pourrait y rajouter la Chine, on pourrait y rajouter le Vietnam, le Cambodge, Cuba, et probablement quelques autres que j'ai oubliés, plus tous les pays d'Europe de l'Est qui ont subi le joug de l'URSS après 1945. Eh bien, vous savez quoi, on va les faire. Tous. Faisons le bilan de tous les pays où ce n'était pas le vrai communisme, et voyons voir comment leur faux communisme s'est débrouillé. En commençant évidemment par le premier d'entre eux, la Russie. Alors, pour faire un petit bilan quand même entre Marx et l'URSS, histoire de bien remettre les pendules à l'heure. Marx écrit et publie Das Kapital en 1867. Il n'est jamais terminé et il meurt en 1883 avec le livre inachevé dont les bribes sont repris par Engels, qui les publiera dans les volumes 2 et 3 qui sont plus une collection d'idées. Après la mort de Marx, il va y avoir une sorte de lutte d'influence dans les extrêmes gauches européennes entre les marxistes d'un côté et les anarchistes de l'autre. C'est un peu oublié aujourd'hui parce que on a complètement écrasé les anarchistes, mais l'anarchisme ne voulait pas détruire la structure pour la remplacer par une idéologie, il voulait détruire la structure tout court. Et vu qu'ils ne voulaient pas de structure pour eux-mêmes, eh ben devinez quoi ? Vous aviez des clubs, des bars, des lieux de vie avec quelque chose comme 500 anarchistes dans à peu près toutes les villes, et dans chacune de ces villes, les nations où vivaient ces anards étaient capables de rassembler entre 200 000 et 500 000 hommes. Du coup, ils ont mis des coups de couteau à des présidents, ils ont assassiné plein de gens, ils ont fait en sorte d'énerver tout le monde, mais ils n'ont, heureusement, jamais pris le pouvoir, nulle part. Et c'est tant mieux parce que le marxisme, c'est une idéologie absolument géniale et complètement brillante dans ses résultats par rapport à l'anarchisme. Donc bien content que ça n'ait jamais pris. Donc vu que l'anarchisme nous a fait le plaisir de mourir quelque part autour de la Première Guerre mondiale, quid du marxisme qui a de fait gagné la lutte à l'extrême gauche pour être la grande idéologie qui allait chambarder tout. Alors, là il faut qu'on fasse juste à côté l'histoire de la Russie très très brièvement. Je vais pas faire toute l'histoire de la Russie, on n'a pas le temps et c'est pas intéressant. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la Russie était la nation la plus en retard socialement, la moins industrialisée, la moins capable, et en même temps très au fait
de son infériorité économique, tout simplement parce que c'était des gens tout à fait intelligents, et la Russie était, pendant quasiment tout le 19e siècle, à la fois l'un des pays les plus pauvres d'Europe, et en même temps un pays avec énormément de grands intellectuels. Ça, c'est le sort russe, c'est de parfaitement comprendre qu'on est une merde. Les Russes ont voulu, pendant quasiment tout le 19e siècle, rattraper l'Europe occidentale, et n'y sont jamais parvenus. Quand, en 1914, l'Allemagne lance à tout prix la Première Guerre mondiale, ils le font, entre autres, c'est même plus ou moins la raison principale, parce qu'ils sont certains que si l'armée russe arrive à réussir son plan d'industrialisation et de modernisation de l'armée russe, plus jamais l'Allemagne ne pourra rentrer dans une guerre avec la Russie. Ils avaient calculé que vers 1917, l'armée russe serait invincible. C'est pour ça qu'ils ont poussé très fort à partir de 1912-1913 pour essayer d'aller en guerre le plus tôt possible. Bien. En 1917, vous avez 3 ans de guerre qui viennent de se passer et qui, comme toujours, parce que c'était la Première Guerre mondiale et que c'était ça pour tout le monde, s'est très mal passé. La Russie entre dans une révolution où, ça il faut bien se rappeler de ça parce que c'est très important, le tsar abdique le pouvoir aux mencheviks. Les mencheviks, c'était en gros ce qu'on appellerait aujourd'hui le Parti socialiste. C'était les gauchistes, réformistes, modérés. Ça n'était pas les types durs. Manque de bol, quand il y a la chute du gouvernement russe, les mencheviks se rendent rapidement compte qu'ils ne peuvent pas arrêter la guerre, parce que, devinez quoi, même s'il y a révolte à l'intérieur du pays, ça n'a fait qu'une seule chose, ça a été encourager les Allemands à pousser encore bien plus fort. Ils poussent donc, et en poussant, les mencheviks sont obligés de dire « il faut qu'on continue la guerre », et là, il y a une deuxième révolution. Point très important à comprendre, vous avez littéralement un état économique et un état politique de la Russie qui est tellement mauvais que même l'idée de maintenir une guerre, c'est intolérable. Les Russes préféreraient donner n'importe quoi à n'importe qui pour que ça s'arrête. Et bien c'est exactement ce qu'ils vont faire. Face aux déclarations des mencheviks qui viennent dire qu'il faut quand même continuer la guerre, les bolcheviks viennent hurler à qui voudra bien entendre que eux au pouvoir, ils arrêteront la guerre tout de suite. Et donc on leur donne le pouvoir à la frange la plus extrémiste et la plus folle qu'il y avait dans la politique russe à l'époque. Juste après avoir obtenu le pouvoir dans la deuxième révolution d'octobre, donc Octobre Rouge, en 1917, les bolcheviks arrêtent de faire la guerre. Ils ne signent pas de traité de paix avec l'Allemagne. Ils n'ont pas d'accord. Juste, ils disent « on arrête ». Et bien immédiatement, dès que l'armée allemande s'est rendue compte qu'il n'y avait plus du tout de résistance, ils ont commencé à marcher tout droit vers Moscou. Oui, ça s'est vraiment produit comme épisode, hein. C'est pas une blague, ils ont juste dit bon bah laissez tomber, on rentre, on fait grève de la guerre. Eh ben les Allemands ont marché sur Moscou. Et donc immédiatement après, les bolcheviks, premier acte du pouvoir, hein, c'est quelques semaines après avoir pris le pouvoir, font plus ou moins acte de reddition totale auprès des Allemands. C'est-à-dire qu'ils payent des tributs énormes, ils lâchent des terres immenses, ils donnent en fait tout ce que l'Allemagne peut bien rêver d'avoir de Russie. En gros, ils ont organisé la reddition de la Russie de la guerre. C'est tout. Évidemment, après 3 ans de guerre et une crise économique toujours plus grave, être obligé de payer un énorme tribut et de lâcher énormément de terres fertiles passe pas bien. En plus, tout le monde sait très bien que les rouges, les vrais rouges, les bolcheviks, sont les pires chefs possibles pour la Russie. Ça va déclencher très rapidement une guerre civile entre les Russes blancs, donc les Russes tsaristes, et les rouges, que les blancs vont perdre, et ils vont plus ou moins perdre vers 1920, mais en réalité, on est plus proche d'une défaite vers 1919, c'était déjà plié. Ceci étant, et là je vais mettre totalement en défense de l'URSS et des Rouges, on leur a donné la Russie alors qu'elle sortait de 3 ans de guerre et d'une crise politique et économique immense,
Ils ont immédiatement été obligés de payer un énorme tribut, ce qui en soi était un peu de leur faute, mais objectivement, il n'y avait pas de bonne solution. Les mencheviks ont sauté dès qu'ils ont dit qu'ils continuaient la guerre. Et ils se sont ensuite tapés une guerre civile. Beaucoup de gens ont une vilaine tendance à regarder la Russie quand elle commence sous le communisme et à dire « Regardez, le communisme rend pauvre ». Très cash, je ne vois vraiment pas comment vous pouvez mettre ça sur le dos du communisme. C'est complètement stupide comme accusation. La réalité, c'est que la Russie avait des conditions atroces, que ça n'est pas pour rien qu'on a appelé la Première Guerre mondiale la Grande Guerre et la der des der. C'était vraiment la pire guerre de l'histoire de l'humanité, et personne n'en est sorti heureux, et les Russes encore moins que les autres. Pour prendre le contrôle de la Russie définitivement afin de la mettre sur la voie du communisme, donc de la dissolution de l'État et de toutes les structures supérieures, Lénine est obligé de passer, exactement là où Marx avait dit qu'il fallait passer, par la phase de la dictature du prolétariat. Donc, très brièvement, qu'est-ce que c'est ? Contrairement aux anards qui considéraient que la structure c'est le mal, Marx comprenait très bien que si les marxistes allaient devoir affronter des États puissants, ils ne pourraient pas vaincre sans structure. Mais l'objectif étant quand même de se débarrasser de l'État à terme, il y avait une phase socialiste avant le communisme. L'idée c'était que les marxistes allaient prendre le pouvoir quelque part, qu'ils allaient prendre le contrôle de l'État, qu'ils allaient réorganiser la société en une société socialiste, où tout le monde travaillerait ensemble et où on ferait disparaître tous les bourgeois, toutes les structures supérieures, les rois, les présidents, les ce que vous voulez, et une fois que l'État aurait convenablement réorganisé la société, on pourrait s'en débarrasser. En fait, il y avait idée chez Marx que l'État s'affaiblirait de lui-même et deviendrait une structure obsolète qui serait remplacée par le paradis des Schtroumpfs. C'est à peu près ça, hein. Tout le monde vivrait en bonheur, chacun dans sa collectivité pour toujours, exactement comme les Schtroumpfs dans leur village. Donc, il y avait quand même un certain réalisme à dire qu'il fallait la structure pour se débarrasser de la structure. Et dans le cas de Lénine, une fois que les guerres civiles sont complètement terminées, il a décrété la dictature du prolétariat, il commence à réorganiser toute la société russe dans le but de faire du socialisme, et il installe immédiatement la NEP, la nouvelle politique économique, donc la NPE en français, qui est une politique capitaliste. Pourquoi ? D'aucuns vont vous dire que ça a été fait parce que le communisme ne marche pas. Bon, oui, ça ne marchait pas. Et c'est là qu'on peut commencer à parler de comment le faux communisme russe, puisqu'encore une fois ils sont tous faux, comment le communisme russe s'est implanté. Quand les Russes ont pris le pouvoir, avec tous les problèmes qu'ils avaient, particulièrement ceux des guerres civiles et externes, ils ont commencé à imposer la dictature du prolétariat tout de suite, mais ont compris que, au final, peu importe ce qu'ils prendraient, tout devrait être donné à la guerre. Un bon exemple là-dessus, c'est que beaucoup de gens savent très bien que les communistes russes ont extrêmement maltraité l'Église orthodoxe, et beaucoup estiment que c'était une espèce de haine anti-religieuse de la part des communistes. C'était certainement quelque chose qui a joué. Mais la raison principale pour laquelle ils ont dépouillé l'Église orthodoxe est en fait très simple, c'est que ils avaient des famines énormes et ils ont pillé les biens de l'Église orthodoxe pour les revendre afin d'essayer de pouvoir acheter du grain et de calmer la famine. Ce qui d'ailleurs n'a pas suffi. Il y a quand même eu beaucoup de morts. Je crois bien en 21-22 des millions de morts. Donc, vous avez ce genre d'événement où, pour Lénine, il s'agit d'imposer la dictature du prolétariat, de moderniser la Russie en un État socialiste, puis d'imposer le communisme. Sauf que déjà, les gens crèvent de faim. Et la réorganisation de la Russie, qui encore une fois était l'État le plus arriéré, avec l'administration la plus faible, avec l'organisation nationale et les institutions les plus faibles de toute l'Europe. Prendre un pays comme la Russie, qui était très mal géré, et dire « désormais on va tout gérer jusqu'au millipoil parce que c'est ça le communisme », ben, c'était quasiment impossible. Donc pourquoi est-ce que Lénine a réinstauré un bout de capitalisme en, je crois bien, l'an 1920 ? Tout simplement parce que le choix c'était, vous remettez un bout de capitalisme, ou vous continuez d'avoir une société qui ne tient pas parce que votre administration n'est pas prête, alors que vous avez déjà des famines. C'était une recette pour une explosion sociale, et donc il a admis,
et là il faut lui reconnaître un certain pragmatisme, il a admis qu'il fallait faire un pas en arrière et ramener un peu de capitalisme avant de faire 3 pas en avant. Le premier problème, c'est que ces 3 pas en avant, Lénine ne les fera jamais, car malheureusement, durant la guerre civile, il a subi une tentative d'assassinat, qu'il a raté, dans le sens où ça ne l'a pas tué, mais malheureusement, ça a très bien réussi son coup parce que ça lui a logé une balle dans la tête, qui était inopérable, et d'année en année, il a eu des crises cérébrales de plus en plus graves, jusqu'à enfin décéder en 1924. Beaucoup de gens font des débats sur si Lénine était resté au pouvoir en Russie, est-ce que ça se serait mieux passé qu'avec son successeur ? Beaucoup d'autres disent qu'au fond c'était la même chose, le même autoritarisme. C'est mon tour de vous donner mon avis du coup. Pour moi, il est très clair que Lénine essayait d'appliquer exactement ce que Marx demandait, c'est-à-dire la dictature du prolétariat, dans le but d'arriver au communisme, sauf qu'il l'a fait dans le pire pays. Marx envisageait l'effort communiste comme étant quelque chose qui se produirait dans un pays très développé industriellement et institutionnellement. Il imaginait ça en Allemagne, il imaginait ça en Angleterre, en France. Dans sa tête, le système capitaliste étant fondamentalement vicié, il allait y avoir conscience de classe chez les prolétaires. Une fois cette conscience de classe acquise, les prolétaires allaient imposer la dictature du prolétariat à la bourgeoisie, c'est-à-dire les mettre bas. La société serait reforgée autour d'un État socialiste qui aurait pour but de préparer le terrain, les institutions, les systèmes, tout le nécessaire au communisme. Et ensuite, à mesure que tout roulerait tout seul, que toutes les sociétés, toutes les collectivités de travailleurs travailleraient les unes avec les autres, qu'on n'aurait plus de prêtres, plus de rois, plus de seigneurs, plus de rien, on finirait par laisser l'État disparaître parce qu'il serait devenu la dernière structure d'oppression qui n'avait plus lieu d'être à partir du moment où tout le monde était dans le paradis des travailleurs. Lénine a essayé de prendre cette idée de transformer un pays avancé, développé avec des industries bien en place, dans le pays qui avait parmi le moins d'industries et le moins d'institutions de toute l'Europe. C'est à peu près la même chose que de démarrer un jeu vidéo et d'aller tout de suite en mode très difficile. C'est à peu près ce qu'ils ont fait. Et bonus, double handicap avec les 2 pouces cassés sur la manette, puisqu'ils sortaient 1 de la Grande Guerre, et 2 d'une guerre civile. Et 3 d'une famine à la sortie de la guerre civile. Tous ceux qui viendront vous dire que le communisme a été la source de la misère en Russie oublient qu'en réalité, quand il y a la dictature du prolétariat, quand il y a l'idée de transformer l'État russe, ils partent avec tous les boulets possibles aux pieds, et surtout, ils sont un pays qui fondamentalement n'avait même pas les moyens de base pour pouvoir appliquer tous les principes de Marx. En ce sens, et je dis ça pour tous les débats, si Lénine avait survécu, que ce soit Lénine ou son successeur, ça aurait été la même chose. Il fallait développer l'industrie, il fallait développer l'administration, il fallait développer l'État, il fallait développer énormément de choses qui étaient nécessaires pour arriver à l'État socialiste avant d'arriver à l'État communiste, selon ce que Marx disait. L'homme qui va prendre la succession de Lénine est Joseph Staline. Le nom est tristement célèbre, et il a la réputation d'être un des grands sanguinaires du monde récent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est en réalité le personnage peut-être le plus intéressant de tous ceux dont nous allons parler quand on parle de l'application du communisme. Staline était très pragmatique. C'était un cafard, politiquement, qui avait su survivre à peu près partout. Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que Staline a pris le pouvoir après Lénine ? Pas parce qu'il était particulièrement vicieux et agressif. Non, c'est l'inverse. Quasiment tout le monde dans le parti bolchevique était d'une faction. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul type qui n'avait pas sa petite clique autour de lui, qui pensait « moi je pense qu'il faudrait faire comme ci, moi je pense qu'il faudrait faire comme ça, moi je pense qu'il vaut mieux faire ça ». Et ça rendait en fait les débats à l'intérieur du parti quasiment impossibles parce que on n'argumentait pas seulement pour son idée, on argumentait pour sa faction, c'est-à-dire ses copains. Lénine était au-dessus de la mêlée là-dessus. Mais quand il est mort, tous les factieux, c'est-à-dire tout le parti, ils se sont retrouvés à tous se battre les uns les autres pour essayer de prendre le pouvoir. Staline, lui, ne s'est pas battu.
Staline était le secrétaire général du parti. C'était la personne qui distribuait les postes à l'intérieur du parti. Tant que Lénine était vivant, c'était un travail de secrétaire, littéralement. C'était Lénine qui disait « lui tu le mets là » et Staline signait un papier disant « je l'ai mis là ». C'était tout. Quand Lénine est mort, Staline s'est retrouvé avec le pouvoir d'imposer qui il voulait, et la plupart des gens présument qu'il s'est servi de ce pouvoir pour imposer toutes les personnes qu'il voulait, et que c'est ça qui lui a donné tout le pouvoir possible. Il y a certainement eu de ça. Mais il faut aussi savoir que Staline a plusieurs fois proposé sa démission en tant que secrétaire général du parti, entre 1924 avec la mort de Lénine et 1928 où il assiéra le gros de son pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ces propositions ? Tout simplement parce que même s'il proposait, personne n'allait accepter sa démission. Parce qu'il n'y avait pas de faction qui était capable de prendre le pouvoir sans que ça crée des problèmes avec les autres. Et Staline disait « Moi, j'ai pas particulièrement d'opinion. Moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Moi, je n'ai pas d'ennemis. » Cette distanciation d'avec les factions lui a permis de jouer avec toutes les factions contre toutes les autres et de ne jamais avoir à lâcher son poste. Et ça a été l'élément qui a fait qu'entre 24 et 28, il a lentement lourdé toutes les personnes qui s'opposaient à lui dans le parti ou qui posaient problème à un degré ou à un autre. Et vers 28, on passe à la purge beaucoup plus directe, où là, il impose ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut ? 1. Il annule la NPE. Fini le capitalisme au paradis socialiste. 2. Il commence à collectiviser l'intégralité des moyens de production, y compris des fermiers, ce qui aura des conséquences drastiques, et il commence à faire avancer un projet de création d'industries lourdes qui va être, sans exagérer, l'un des plus impressionnants projets d'industrialisation de l'histoire de l'humanité. Citation très célèbre de Staline de l'époque, « Nous sommes 100 ans en retard sur les autres nations, nous devons les rattraper dans les 10 prochaines années, où ils nous écraseront. » Ce qui frappe beaucoup dans cette phrase, c'est qu'il dit cela vers 1928. En 1941, donc 13 ans après ce discours, l'Allemagne nazie lancera l'intégralité de ses forces contre Moscou, dans l'une des plus grandes attaques de toute l'histoire. Et la raison pour laquelle cette attaque échouera, la raison principale, c'est que de 1928 jusqu'à 1932, le premier plan quinquennal qui vise à industrialiser la Russie réussira presque dans des quantités miraculeuses, parce que tout sera sacrifié en Russie pour le faire réussir. Les fermiers seront, on peut dire, génocidés par les politiques de collectivisation dans l'hiver 1932-1933, où on aura 6 millions de morts de la faim estimés, car la nourriture collectivisée a été récupérée dans de bien trop grandes quantités et les paysans n'ont plus assez à manger. Staline a fait tuer 6 millions de Russes, d'Ukrainiens et de Kazakhs, particulièrement d'Ukrainiens. Mais la réalité, c'est que le premier plan quinquennal sera suivi du second, qui fera passer, je crois bien, d'environ 4 millions de travailleurs industriels en Russie à 12 millions en seulement 5 ans. Et c'est cette force, cette colonne vertébrale d'acier qui permettra à la Russie de survivre à l'assaut nazi entre 41 et 45, qui a quand même fait, entre civils et militaires, estimé à 25 millions de morts. Et c'est là que on doit comprendre un peu mieux le contexte de ce qu'a été le communisme. Parce que on a souvent tendance à présenter Staline comme ayant été une espèce de monstre sanguinaire imbécile qui a juste envoyé mourir homme sur homme sur homme contre les nazis, faisait massacrer ces gens avant ça et était au fond pas humain. Il y a indiscutablement une part d'inhumanité chez quelqu'un qui est capable d'envoyer 6 millions de personnes mourir de faim et considère au fond qu'il n'a pas à donner sa démission ou à admettre une faute grave ou rien. Il y a clairement un côté, ce type n'en a rien à foutre, ce type est un monstre. Mais dans le même temps, l'histoire a prouvé qu'il avait tout à fait raison. Quand il y avait, dans la Seconde Guerre mondiale,
des millions de Russes qui ont été massacrés par les nazis, il n'empêche que pendant que ceux-là mouraient au front, c'est l'armement que les industries lourdes de Staline étaient capables de produire qui finira par donner la victoire à la Russie en 1945. Il faut vraiment comprendre ça. On a souvent tendance à regarder le communisme comme ayant été cette espèce de folie meurtrière, point. Mais si vous regardez ce qui s'est passé entre le début du communisme et 1945, vous avez les guerres, la première, la guerre civile, les famines afférentes, vous avez le pillage de l'église qui a quand même pas été une fierté pour l'État russe, même communiste, vous avez les espèces de luttes internes avec la reconstruction dans les années 20, et à partir de 28, vous avez une politique monstrueuse, génocidaire, terrifiante, mais qui au final, et aussi horrible que ça puisse être de dire ça, coûtera 6 millions de paysans à la Russie, l'Ukraine et au Kazakhstan, et fera en sorte que les 25 millions de massacrés par les nazis ne soient que 25 millions. Beaucoup de gens voient Staline comme un monstre parce qu'il a porté des politiques aussi dures. Et ça se comprend, hein. Vous n'êtes pas fou ni rien, je ne vais pas vous dire « oh là là, il faut comprendre Staline ». Mais il faut être clair que les difficultés auxquelles faisait face la Russie étaient extrêmement graves. Et donc, les politiques qui ont été entreprises ont été extrêmes. Et un point sur lequel je veux insister, c'est qu'il n'était pas seulement pragmatique dans sa façon d'approcher l'idéologie. Il était pragmatique tout court. Beaucoup de gens le portraient comme étant, bien au-delà d'être un monstre ou pas, on a cette image de Staline, comme quoi ce serait au fond un espèce de grand fou rouge qui voulait absolument que le communisme triomphe partout quoi qu'il arrive. En réalité, le personnage de Staline était très pragmatique. Et je ne parle vraiment pas d'idéologie ou de politique interne, j'entends en général. Il était très pragmatique et le fait qu'il l'ait été, en fait, devrait interpeller tout le monde sur pourquoi est-ce qu'il a cette image, pourquoi est-ce qu'il a cette réputation. Et la réponse est simple, mais sordide. C'est à cause du marxisme, c'est à cause du communisme. Quand vous avez une idéologie qui vient vous dire qu'il faut se débarrasser de toutes les élites, mais que vous avez quand même besoin d'élites, vous avez quand même besoin de chefs, vous avez quand même besoin de structures d'organisation d'État. Vous avez, si j'ose dire, et là l'URSS est vraiment un cas d'école, les légitimes, parce qu'ils ont fait beaucoup du combat communiste, comme Lénine, qui pouvait ramener la NPE, qui pouvait ramener le capitalisme, et ça passait parce qu'il avait la réputation d'avoir été le grand guerrier Lénine, le type qui a tellement fait pour la cause. Si vous étiez de cette légitimité de ceux qui ont montré combien ils ont sacrifié pour la cause, très bien. Mais si vous ne l'étiez pas, si vous étiez un type moins connu et que vous arriviez à la tête, déjà être à la tête c'était gênant. Et c'est pas seulement gênant pour des questions de faction, non, c'est gênant parce que fondamentalement, on ne devrait plus avoir d'élite, on ne devrait plus avoir de tsar. Et comme on ne doit pas avoir de tsar mais qu'on en a quand même un, même si c'est un tsar rouge, la seule solution pour que ça passe, c'est que le type ne se présente pas comme étant le tsar rouge, ne se présente pas comme étant une élite, mais se présente au contraire comme étant un simple camarade en train de travailler à faire réussir le communisme parmi tant d'autres. Et c'est de là que vient une grande partie du culte de la personnalité de Staline aussi. Parce que quand vous avez un type qui est, et Staline n'était pas exceptionnellement intelligent, exceptionnellement brillant, quand vous avez un type qui est une élite, qui n'est pas particulièrement brillant non plus, qui va pas avoir des succès exceptionnels, mais qui va faire ce qui est nécessaire, qui va imposer par son autorité ce qui doit être imposé. Le vrai travail d'un chef, au fond. Et que ce type-là ne peut pas se présenter comme chef, ne peut pas se présenter comme élite, la solution c'est d'avoir un culte de la personnalité, où on vous présente comme étant le premier des camarades, mais surtout un camarade. Et c'est de là que vient tout le culte de la personnalité du petit père des peuples. Le côté Staline a des statues immenses, il est la gloire du communisme, il est notre réussite, c'est grâce à lui que les choses avancent. Mais c'est un type simple, c'est un type humble. Et d'ailleurs, il faut lui reconnaître ça, dans le cas de Staline, c'était vrai. Il n'était pas très intéressé par l'argent, il n'avait pas du tout de goût de luxe. À ma connaissance, il n'a pas eu 1 milliard de maîtresses ni rien. Il s'est assis à la tête de l'URSS dans les années 20, il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort en 1953. C'était ça, c'était quelqu'un qui était fondamentalement dévoué à la cause.
mais qui ne pouvait pas se présenter comme étant le chef. Et donc la solution, et vraiment c'est un cas d'école, ça a été de faire un culte de la personnalité du type comme tout le monde, mais qui travaillait plus que tout le monde et qui était l'exemple à suivre de ce qu'était le communisme, et de ce qu'était un bon communiste. Et tant qu'on est sur le sujet de Staline, parlons une seconde de la corruption, parce que beaucoup de gens présument que le communisme était nécessairement générateur de corruption parce que c'était un mauvais système sans trop chercher à comprendre qui, quoi, qu'est-ce. La réalité, c'est que quand vous avez une ambition comme Staline, qui est de faire un saut de 100 ans en 10 ans, bon déjà, 100 ans c'était généreux, objectivement la Russie avait 150 ans de retard. Mais quand vous avez un tel objectif, qui est complètement infaisable, la seule solution c'est de faire du synthétique. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de créer une administration efficace, éduquée, travailleuse, donc vous êtes obligé de créer une très grosse administration qui va être traitée à coups de fouet, qui va vivre avec une relative peur parce qu'on a peur de la corruption, et qui va être surdimensionnée pour pouvoir compenser le fait qu'au fond, ils sont inefficaces. Et quand vous avez d'un côté un certain règne de la peur, parce qu'on ne veut pas finir au goulag, et de l'autre, vous êtes obligé d'avoir ce règne de la peur, vous êtes obligé d'avoir ça parce que justement, les fonctionnaires sont pas très efficaces, ils sont très nombreux, et si on ne les contrôle pas bien, si on ne leur fait pas peur, ça peut vite devenir une montagne de corruption, ce qui est d'ailleurs ce qui se produira plus tard dans l'histoire de l'URSS. Littéralement, la seule solution, c'est le règne de la terreur. Vous n'avez pas le temps de construire de façon saine, de façon organique, vous êtes obligé de juste engager des millions de fonctionnaires et de dire « toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça », si jamais tu fais un pas de travers, tu te feras cogner. Et comme ils sont très inefficaces, eh ben, sans surprise, parce qu'une culture d'administration, la France a pris des siècles et des siècles et des siècles pour construire la sienne, ce genre de travail prend le temps que ça prend, et la Russie n'avait rien. Donc on a souvent tendance en fait à mettre des défauts profonds de la Russie qui étaient leur arriération industrielle qui a amené les sacrifices horribles de la faim, les guerres qui ont amené tous les problèmes, les nombreux en fait défauts, on peut dire crimes en fait, de la Russie communiste, on a souvent tendance à dire c'est ça le communisme. C'est plus subtil que ça. Beaucoup des problèmes étaient profondément russes, et en fait le communisme n'a fait que récupérer le bébé déjà très faible et essayer de lui mettre des bras bioniques pour le combat contre l'Allemagne qui arrivera dès le début des années 40. Et là-dessus, Staline a survécu, la Russie a survécu, là-dessus c'est un succès, peu importe comment vous tournez la chose. Alors évidemment, si la Russie n'était pas tombée dans le communisme, on n'aurait probablement jamais eu le nazisme, etc. On ne peut pas faire de l'Uchronie jusqu'au bout des choses. Mais il faut comprendre que beaucoup de gens dépeignent le communisme comme étant un système fondamentalement corrupteur. C'est pas vrai. Ça, c'est proche de vrai, parce qu'avoir des très grosses administrations, ça va toujours créer des problèmes. Plus la machine est complexe, plus elle a des chances de défaillir, et la corruption, ça arrive quand une machine sociale défaillit, mais que personne ne trouve de solution. Quand vous vous rendez compte que vous fassiez les choses bien ou pas bien, au final ça marche pas, au bout d'un temps les gens arrêtent d'essayer et font juste un peu n'importe quoi. L'URSS était une grande machine de n'importe quoi, mais ça restait quand même une machine qui était au fond faite à la va-vite plus que mal faite à cause du communisme. Et quand Staline meurt en 1953, qu'il laisse derrière lui ces administrateurs qui ont été littéralement fouettés dans la peur, qui laissent un système qui a quand même été administrativement créé dans les années 20 et 30, qui a traversé la guerre, on est en 1953, il y a eu des choses qui se sont produites, mais fondamentalement c'est plus un système des années 30 que des années 50. À ce moment-là, il laisse l'administration qui était sa création, il laisse l'URSS qui est devenue profondément sa création à Khrouchtchev, qui, bon, il l'a pas reçu, il a pris le pouvoir, mais peu importe, qui lui comprend très bien les problèmes du culte de la personnalité de Staline, qui considère que c'est obsolète et inutile, et qui était, au fond, il faut lui reconnaître cette vraie qualité, mais j'ai une certaine affection pour Khrouchtchev parce que c'était vraiment un pégu. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas les points les plus fins de la politique, et il avait beaucoup de courage, y compris dans le sacrifice personnel. C'était quelqu'un qui a pris beaucoup de risques politiques afin d'essayer de faire avancer l'URSS. Entre 1953 et 1964, quand Khrouchtchev sera au pouvoir, quasiment tout en URSS sera voué à essayer de faire avancer l'économie, essayer de faire progresser la société, essayer de faire avancer les choses. Khrouchtchev d'ailleurs déclarera célèbrement, ce qui était complètement anachronique et idiot, que
l'État socialiste était fini, qu'ils avaient atteint le communisme, donc en gros, l'État russe allait juste disparaître tout seul et que ça allait être le bonheur infini en Russie désormais. Je crois qu'il a dit ça fin des années 50. Quelle blague. Mais à part ce genre de sortie un peu idiote, dans l'ensemble, il a reçu une administration surdimensionnée qui était prône à la corruption parce qu'elle faisait tout mal. Il a reçu un système économique qui a jamais trop bien marché parce que, devinez quoi, un pays qui a justement une culture administrative extrêmement forte comme la France a toujours considéré que le communisme était une pure folie parce que, et là on en revient au problème structurel, là où l'entreprise privée, donc les bourgeois, ceux de Marx, ont les défauts qu'ils ont dans le système capitaliste, il n'empêche qu'ils sont les organisateurs d'un circuit économique fonctionnel. C'est-à-dire, je reprends mon exemple de l'entreprise de 500 personnes, vous avez 500 employés qui vont travailler à faire ce que l'unique patron, l'unique bourgeois veut qu'ils fassent, mais une fois qu'ils ont fait leur travail, une fois que chacun a fait sa part, l'entreprise se retrouve avec des produits qu'elle va essayer de vendre. Et réussir à rassembler les forces vives de 500 personnes dans un seul but, dans le but de faire 1 ou 2, 3 types de produits, eh ben, mine de rien, ça permet d'avoir assez d'hommes pour créer une structure viable, une structure qui peut faire une bonne échelle, qui peut créer beaucoup de choses, mais dans le même temps, ne pas non plus être une énorme machine intenable, comme si vous aviez une entreprise de, mettons, 500 000 personnes qui doit tout gérer. Ce qui m'amène à l'envers de l'exemple que j'avais. L'exemple que j'avais du temps de Marx, c'était, si on donnait les moyens de production à chaque travailleur, au lieu d'avoir une entreprise de 500 personnes, vous auriez 500 entreprises d'une personne, et ça serait bien pire. Un vrai communiste viendrait m'interjeter qu'en réalité, il y aurait accaparement non pas des moyens de production individuels, mais dans le groupe. Là, je réitère qu'au final, ça aurait fini par recréer un patron et recréer un bourgeois, pour les mêmes raisons qu'avant, mais, et c'est très important, l'exemple inverse est tout aussi problématique. Une structure qui a un certain nombre, on va dire un nombre idéal pour produire un certain type de produit avec efficacité et impact. En comptant que une personne sur la chose, c'est très peu d'impact, il est seul. 500 personnes, c'est un fort impact, mais c'est aussi une forte efficacité. Et mettons 50 000 personnes, ça sert un peu à rien. Mettons que vous voulez construire une machine qui prend 5 personnes à faire construire, et vous voulez construire en série, ça vous fait 100 unités de travail, c'est pas mal. Par contre, si vous allez commencer à avoir 1000 ou 10 000 unités de travail, 10 000 unités de travail, si vous finissez par créer 10 000 unités par mois du produit que vous devez faire, et tous les mois vous en sortez 10 000, mais vous n'avez trouvé que 2 000 clients, vous vous retrouvez avec littéralement 5 fois la production nécessaire. Il y a une question de déperdition des énergies. Le principe, et c'est la question incroyablement compliquée de l'économie, c'est quel genre de pouvoir on doit donner à une entreprise, en sachant que plus vous donnez de pouvoir, c'est-à-dire plus vous donnez d'argent, de temps, de moyens, d'hommes, plus ça lui donne de l'impact, mais moins ça la rend flexible, moins ça la rend capable de réagir. C'est pour ça que vous avez besoin de petites, moyennes et grandes sociétés pour qu'une économie soit saine. Si tout était grand ou tout était petit, avec que du petit, on se retrouverait avec trop peu d'impact, on pourrait pas faire des grands projets, et avec que du grand, on se retrouverait avec un manque de flexibilité qui ferait que l'économie, en fait, ne pourrait jamais se réformer. Donc, il faut un peu de tout, il faut de tout pour faire un monde, et c'est vrai en économie, et dans le cas communiste, pas le cas marxiste, mais l'application pratique du communisme, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait en URSS, vu que tout était contrôlé par l'État au nom du socialisme, au nom de faire un État d'équité, et que l'État a tout donné à une énorme administration qui a été faite à la va-vite, ça a fait que l'impact était énorme. Encore une fois, dans les années 30, avec le deuxième plan quinquennal, Staline a réussi à faire passer de 4 millions de travailleurs industriels à 12 en 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de tripler le nombre d'employés dans l'industrie en 5 ans, c'est monstrueux. Mais même si la croissance était monstrueuse, c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire, une fois que l'État stalinien était armé pour faire ce genre d'opération, dans l'industrie lourde, ils n'ont jamais pu s'en défaire. Et quand Khrouchtchev, dans les années 60, dit « Bon, écoutez, on a énormément d'industrie lourde, c'est les années 60, on a besoin de produits de consommation, l'Occident, ils n'arrêtent pas de produire des choses, nous, on stagne, ça ne sert à rien de faire plus de missiles, plus d'avions, plus de trains, plus de lourds, ce qu'il nous faut, c'est du petit, ce qu'il nous faut, c'est une économie plus libérale. » Tout l'État russe, qui avait été formé depuis seulement 30 ans, qui était récent, qui avait un héritage très récent, et qui était inefficace, encore une fois, parce que ils avaient peut-être un impact énorme. Si vous disiez à l'État soviétique en 1962,
juste avant que Khrouchtchev parte, on a besoin de 1500 trains. Ah, ils vous auraient fait d'excellents trains, ils en auraient fait 1500 et ça aurait été fait comme sur des roulettes. Par contre, si on leur disait, faut des voitures de qualité, ça en aurait été complètement incapable. Complètement incapable. Parce qu'ils n'avaient jamais planifié pour ça. La lourdeur de l'État accompagnée de l'inefficacité de l'administration construite trop vite, trop violemment par Staline, a amené en fait une situation où, très loin de débarrasser les travailleurs du bourgeois qu'ils avaient sur le dos comme le voulait Marx, on est passé d'un bourgeois qui tenait une entreprise de, on va dire, 500, 1000, 2000 personnes, ce qui était ça pour la plupart des affaires du temps de Marx, c'était rarement plus de 2000 personnes, même pour les relativement grandes entreprises dans le milieu du 19e siècle. Et on est passé de ça à « Bonjour, désormais, il y a eu un oukase venu de Moscou, et donc les 2 millions de paysans de l'Ukraine doivent faire ça. » Ah, tenez, c'est l'exemple parfait. Hein. Khrouchtchev avait décidé à un moment qu'il était nécessaire de lâcher le blé et de faire du maïs. Parce que le maïs a beaucoup plus de teneur énergétique. Du coup, ils ont fait importer d'Amérique des milliers de tonnes de maïs, ils ont planté le maïs absolument partout en Russie, et ça a été un grand succès. La première année. L'année suivante, ça n'a pas poussé. Mauvais temps. La Russie n'était pas faite pour accueillir du maïs. Ça a marché une fois. L'année d'après, pareil. Eh ben, mine de rien, ce genre d'exemple a été mortifère. C'est-à-dire, si vous aviez une entreprise qui avait tenté ça, mettons vous avez une société en Russie qui dit « je vais tenter le maïs, ça a l'air bien », puis il se foire, il y a alors 5000 employés par terre. Bah vous avez 5000 employés par terre, ils se font engager ailleurs, et la vie continue. C'est dommage, c'était bien tenté. Mais quand vous avez le chef de l'Union soviétique qui dit à son immense administration « bonjour, vous allez me trouver les 2 millions de paysans qui travaillent dans la zone, vous allez tous leur faire implanter du maïs ». La structure est monstrueusement trop grosse. Et c'est ça le paradoxe en fait, le deuxième si j'ose dire, parce que le premier paradoxe c'était Staline qui au fond était un pragmatique, au fond était un type qui n'était pas particulièrement attaché à une faction, qui a été obligé de jouer le petit père des peuples, de jouer l'idéologue, de jouer le type qui en voulait à mort, pas tant par idéologie que parce que la Russie en avait besoin et qui ne pouvait pas simplement dire « je suis le tsar, fermez vos gueules, faites ce qu'il faut pour la Russie ». C'était pas possible. Il fallait un culte de la personnalité. Ça pouvait pas simplement être « c'est ce qu'il nous faut, c'est tout ». Ça l'était aussi, hein. Mais le culte de la personnalité était nécessaire. Parce qu'il était nécessaire, non pas de se présenter comme le chef, mais comme le premier représentant de la grande révolution communiste. Et en même temps que Staline a été, on va peut-être pas dire obligé, mais qu'il a été poussé par la façon dont le communisme présentait le bien et le mal, avec toutes les élites comme étant mauvaises, il a été obligé de devenir un idéologue aux yeux de tous. Vous avez eu Khrouchtchev qui s'est retrouvé avec ce concept de l'État socialiste qui devait tout bien gérer, qui en réalité était très inefficace, très mal construit, fait à la va-vite encore une fois, parce que Marx pensait au communisme en Allemagne, en France, il pensait pas en Russie qui était incroyablement arriéré. Eh ben, quand Khrouchtchev a voulu réformer l'État, ils ont fait un coup d'État contre lui. Il y avait des raisons réelles, hein. Khrouchtchev n'était pas parfait, c'était un gros pégu qui n'était pas forcément la personne la plus apte à diriger un grand empire, mais ils ont fait un coup d'État, non pas parce qu'il était mauvais à la tête de l'URSS, mais tout simplement parce que le type arrêtait pas d'essayer de réformer l'État, et que tous les administrateurs qui avaient été placés là par Staline, et qui entre-temps, puisque Khrouchtchev avait baissé le règne de la terreur, puisqu'il était plus pardonneux, puisqu'il était plus tolérant, plus gentil, eh ben vous savez quoi, la corruption a commencé à s'installer. La corruption s'est liguée contre Khrouchtchev, ils l'ont sorti, ils ont installé Brejnev, qui était tout à fait content de laisser la corruption couler. Je vous la fais simple. Brejnev est installé en 1964, il va rester en vie et au pouvoir jusqu'en 1982. Il sera remplacé par Andropov, qui mourra en 83, je crois, et par Tchernenko ensuite, qui mourra en 85. La raison pour laquelle ils sont tous morts en 82, 83, 85 est très simple. Tous, sans exception, faisaient partie du même club de types qui avaient été dans le système corrompu, dans l'administration qu'ils ne voulaient pas réformer, depuis l'Empire russe. Si vous ne comprenez pas ce que j'entends par là, l'Empire russe, c'est celui qui est mort en 1917. Je vous parle de 1985. Ces types étaient déjà copains dans le parti, ils étaient déjà proches dans le parti, avant même que l'URSS soit créée, et à la toute fin, quand ils sont morts et que le système était totalement corrompu,
eh ben, ils étaient à la tête de la corruption à dire on va éviter de trop secouer le bateau. Beaucoup de gens voient le communisme russe comme étant un échec, encore une fois à cause de Staline ou à cause de ceci ou à cause de cela. La réalité, c'est que Staline avait une tâche plus ou moins impossible. Encore une fois, faire 100 ans, 150 ans en 10 ans, c'était pas une option. Il n'avait pas l'aura de Lénine, et que après lui, après son règne, où il a quand même miraculeusement fait avancer l'industrie soviétique, ni Khrouchtchev, ni aucun des types qui passeront après Khrouchtchev, soit ne pourront résorber la corruption qui s'est installée, parce que la structure est trop grosse, parce qu'il y a trop de corruption, parce qu'il y a trop d'inefficacité, soit parce que ils s'en foutent, qu'ils considèrent qu'au fond, tant que le système tient, tant que la corruption n'éclate pas au grand jour, c'est bon, ça va. Et c'est comme ça qu'on est passé, en fait, contrairement à l'image publique qu'ont beaucoup de gens pensent, Lénine c'était peut-être le bon gars, Staline c'était le vrai monstre, Khrouchtchev on sait pas trop, il était bizarre, puis Brejnev il était prévisible mais un peu chiant, et à la toute fin évidemment vous avez eu Gorbatchev qui, objectivement, hein, il n'avait plus personne qui voulait prendre la tête du pays, lui il a dit je vais tenter, il était assez naïf, pour ne pas employer un mot plus méchant, il a vaguement tenté de réformer le système beaucoup trop tard, ça faisait quand même 20 ans que Brejnev avait posé ses fesses à la tête du pouvoir et qu'il n'avait rien changé, 21 même en 85, Gorbatchev a juste accompagné l'URSS dans la mort. Mais objectivement, celui qui est réellement central, la clé pour comprendre le communisme russe, ça reste Staline. Et Staline, on a cette image du type idéologue, alors que c'était un pragmatique, avec un culte de la personnalité, alors qu'en fait, il avait un certain complexe d'infériorité, parce qu'il n'était pas si intelligent que ça, mais il n'était pas non plus quelqu'un d'obsédé par la gloire personnelle, il travaillait sincèrement, il a vraiment fait des efforts énormes pour l'URSS, et certes, il avait plein de défauts, on va pas venir dire que Staline était la meilleure personne possible au monde, mais la réalité, c'est simplement que Marx voulait une société communiste où on serait débarrassé du poids de l'État. Et pour lui, la dictature du prolétariat et la puissance de l'État soviétique auraient dû être une phase, un morceau. Et au lieu de ça, ça a été ce que ça a été. Ça a été la lourdeur infinie d'un État fait à la va-vite qui a fini sous le règne de la terreur de Staline, puis en corruption accélérée avec le plus gentil Khrouchtchev et complètement normalisé sous Brejnev. C'était un État où l'économie, si elle voulait faire le moindre mouvement, le moindre nouveau produit, avait besoin de passer par la structure d'État socialiste. Et ça, on pourrait faire l'argument que, oui, enfin, c'est eux qui sont allés trop loin, Marx n'a jamais dit qu'il fallait tout contrôler jusqu'au bout. Mais Marx, il y a beaucoup de non-dits dans ses textes. La réalité, c'est que quand vous dites « il faut remplacer l'État et imposer un régime socialiste de justice sociale », surtout quand l'État est très mal préparé et très mal fichu, eh ben, devinez quoi, ça va finir comme ça. On peut dire que c'est pas de la faute de Marx, mais moi je dis que c'est de la faute de Marx. Moi je vous dis que quand vous avez des grandes idées, si une fois qu'on essaie de les appliquer, vos idées se transforment en horreur, et que vous vous dites penseur révolutionnaire, oui, c'est de votre faute. Donc, par rapport à tous ces gens qui vous disent « ce n'était pas le vrai communisme », oui, c'est sûr, parce que le vrai communisme, le village des Schtroumpfs, personne n'a jamais réussi, et assez certainement personne n'arrivera jamais à le faire fonctionner. Ce que les Russes ont tenté de faire, particulièrement Staline, ça a été de prendre un État extrêmement arriéré, et d'en faire un État moderne, juste et social. Mais il y avait trop. Il y avait trop à planifier, c'était trop compliqué, c'était trop gênant, ça ne marchait pas. Dès que le règne de terreur de Staline est parti et que Khrouchtchev n'a pas eu sa poigne, ça a commencé à se laisser aller, au moins lui essayait des réformes, les corrompus ont fini par gagner, et après c'était fini. À partir de 64, on peut dire que l'expérience soviétique est en stase, qu'elle ne va faire que lentement s'enfoncer de 64 jusqu'à 91, et voilà, votre première nation communiste. Parlons de la seconde. La Chine est un cas très intéressant parce que par rapport à tout ce que je viens de dire sur Staline, Mao se révélera être l'exact inverse. Donc pourquoi est-ce que Mao a été l'idéologue plutôt que le pragmatique ?
Et déjà, comment est-ce qu'il a été l'idéologue ? Commençons par ça. Staline, à l'époque des années 30, où il veut absolument industrialiser la Russie, ne faisait pas que collectiviser la nourriture des paysans, il la collectivisait et il en revendait le maximum à l'étranger. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de toutes ces histoires de... En fait, il gardait la nourriture dans les entrepôts, puis il la brûlait pour que les paysans meurent de faim. Rien de tel. Ce qui s'est passé, c'est que, et c'était déjà vrai du temps de l'Empire russe, la Russie utilisait ses paysans pour ramasser un maximum de grains et le revendait à l'étranger et achetait avec l'argent qu'ils obtenaient de l'étranger des machines pour s'industrialiser. Staline a juste poussé la chose jusqu'à l'extrême et Mao, en idéologue chinois, dont il faut reconnaître la volonté d'isolation chinoise, n'a pas voulu faire ça. Mao n'a pas voulu avoir une dépendance à l'étranger pour quasiment rien. Il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais vous donner la principale. Quand Mao s'impose à la tête du Parti communiste chinois, il ne s'impose pas seulement par son talent. Pour être honnête, par exemple, quelqu'un comme Zhou Enlai, qui était largement plus talentueux et capable que Mao, serait largement devenu chef. Mais Mao était très égotique, il était très narcissique. Et il ne voulait lâcher le pouvoir à personne, et il avait obtenu son pouvoir non pas en étant plus doué qu'un autre ou quoi que ce soit, mais en étant très audacieux et en étant un idéologue très ferme. Contrairement à Staline, où on avait cette image du grand idéologue, mais qui était plutôt un pragmatique assez roublard, assez politicien, Mao était vraiment le type qui disait « Nous allons faire tout ce qu'il faut pour réussir ». C'était l'idéologue total. Quelle différence ça va apporter ? Ça va apporter la première différence très importante, c'est que là où Staline achetait ses machines à l'étranger, Mao a tenté le grand bond en avant. Il a tenté, après avoir essayé 2-3 choses qui n'ont pas trop réussi, de faire sa propre révolution industrielle à l'intérieur de la Chine. Ça a été une catastrophe. Ça a été un échec total. Rien que les Français, les Allemands, qui avaient l'exemple anglais juste en face et qui l'ont eu au 19e siècle, qui ont commencé à comprendre combien ils allaient perdre le jeu vers 1820-1830, ils ont quand même beaucoup pris chez les Anglais pour pouvoir se lancer. Ils ont beaucoup appris des Anglais pour pouvoir se lancer. Mao, qui a fait ça en 1960, était quasiment en train de dire « Construisez ce que vous pouvez, lancez ce que vous pouvez, on fera notre propre industrie sans personne ». Ça a été une catastrophe totale et, bonus, puisque les paysans ont essayé de construire des machines plutôt que de s'occuper de la terre, ça a créé des famines. Juste après cet événement du grand bond en avant, vous avez le moment où l'échec du grand bond en avant va faire sortir Mao du pouvoir, et là encore une fois, il va employer l'idéologie au maximum, il va garder le pouvoir en disant que il y a des éléments à l'intérieur du communisme chinois qui sont en fait du côté des impérialistes, du côté des capitalistes, du côté des oppresseurs. En clair, nous avons des ennemis internes et il faut les punir. Il lance la révolution culturelle avec l'intention de détruire à l'intérieur de la Chine tous les ennemis qu'il possède. Ça va être, entre autres, des professeurs qui seront publiquement humiliés et envoyés au laogai, l'équivalent chinois du goulag, des camps de travail. Ça sera tous ses adversaires politiques à l'intérieur du parti, ça sera toutes les personnes critiques de près ou de loin de ce que l'État communiste chinois est en train de devenir. Ça sera toutes les personnes mécontentes du fait qu'ils aient eu des famines à cause des politiques de Mao sous le grand bond en avant. Et il y avait eu beaucoup de raisons d'être en colère par rapport au grand bond en avant. Il y avait eu beaucoup d'incompétences économiques et politiques de la part du PCC, il y avait beaucoup de professeurs, et aussi, et là c'est vraiment là qu'on arrive dans le vif de la saleté, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le marxisme est devenu, en se mélangeant aux idéaux de la Révolution française, l'idéologie anti-élite, anti-grandeur. Entre autres, en Chine, ce qui avait été le qualificatif principal des élites chinoises historiques, c'était leur culture classique. Culture millénaire selon à qui vous demandez, entre 2000 et 5000 ans. Mao va profiter de l'idéologie marxiste pour justifier que toute la culture ancestrale chinoise, toutes les vieilles manières, les vieilles méthodes, les vieilles idéaux, tout est
mauvais pour la Chine. Ce qui va évidemment faire que tous les professeurs qui éduquent les gens dans cette culture, ou qui au moins les éduquent dans des principes économiques modernes, dans des mathématiques, dans ce que vous voulez, tout cela, dès qu'ils vont présenter une opposition à Mao, ça sera une trahison du marxisme. Ça sera humiliation publique avec les jeunes qui te hurlent dessus, avec les gardes rouges de Mao qui te jettent des trucs au visage, et envoie dans les camps de travail pour te faire rééduquer. Si Staline était au fond un pragmatique qui a dû faire ce qu'il a dû parce que la machine de guerre nazie allait lui rouler dessus, pour Mao, c'était vraiment à choisir, à voir à quel point c'était un politicien, à quel point c'était un idéologue. Encore une fois, il y avait beaucoup d'égotisme, de narcissisme chez le personnage, mais quelle que soit l'analyse qu'on veuille faire de Mao, il faut bien comprendre qu'il a été quelqu'un qui a profondément retourné le concept de marxisme comme étant non pas une idéologie d'équité sociale, mais comme étant avant tout une idéologie à retourner contre ses ennemis politiques qu'il définissait tous comme des élites traîtresses, des capitalistes ou des gens qui présentaient de la vieille culture. Mao Zedong a même cassé avec l'URSS parce qu'après 1953, quand Staline meurt et que Mao est encore au pouvoir, d'ailleurs en 1953 il vient tout juste de finir la guerre de Corée, à ce moment-là, Mao est à 100%, à fond dans l'idéologie, parce que c'est ce qui lui a donné son pouvoir à la tête du parti, tandis que pour Khrouchtchev, qui vient d'arriver au pouvoir en URSS, il faut déstaliniser, il faut arrêter avec le culte de la personnalité, il faut dénoncer tous les excès de Staline pour que la Russie redevienne normale. Je peux vous dire que quand Khrouchtchev a continué d'attaquer l'image de Staline et de le dégrader et d'enlever les statues et de faire en sorte que la Russie redevienne un pays plus ou moins normal, chez Mao qui avait mis Staline en exergue et qui avait parlé de la grandeur du petit père des peuples, du chef de la révolution, du grand frère, tout ce que vous voulez, tous les surnoms, c'est très mal passé. Et donc la Chine communiste a commencé à se mettre directement en conflit avec la Russie communiste. Alors qu'ils étaient en pleine guerre froide. En plein dans les années 50. En plein dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne pouvaient pas faire importer des machines de l'étranger, même d'un autre pays communiste, parce que la seule nation communiste industrielle c'était l'URSS, et il avait tourné le dos à l'URSS parce qu'ils n'étaient pas assez idéologiques. C'est pour vous dire, hein. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la Chine est extrêmement riche, pourtant ils sont toujours nominalement communistes, et c'est intéressant de voir comment ça s'est fait. Alors je vais être très court, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur Mao, et je veux parler des autres pays. Le cas de Mao, c'est qu'il a réussi, comme Staline, à maintenir le pouvoir jusqu'à la mort. En revanche, et ce, malgré le fait qu'il ait créé toute une structure pour que le pouvoir reste à ses serviteurs directs après lui, Deng Xiaoping a réussi à montrer que ses serviteurs étaient surtout là pour obéir Mao et que sans Mao, il ne savait plus quoi faire, et il a réussi à leur arracher le pouvoir. Quand Deng prend le pouvoir, il arrive dans une Chine qui hurle la gloire de Mao, la justesse du communisme et le devoir de servir les objectifs de Mao et le vrai communisme, pas comme ces salauds de Russes qui ont complètement laissé tomber, pas comme tous ces maudits capitalistes, et Deng leur dit « Vous avez raison, vous avez toujours raison ». Il était devenu impossible en Chine de dire « Vous avez tort » au pouvoir central. C'était le degré d'idéologisation qu'on avait atteint. En Russie, le « vous avez tort », c'était parce qu'on avait peur d'un coup d'État. En Chine, c'était littéralement l'idéologie qui avait complètement pris le contrôle. Complètement. Bon, techniquement en Russie aussi, parce que c'est l'idéologie qui justifiait le pouvoir. Mais en Russie, c'était on veut éviter un coup d'État, on va utiliser l'idéologie pour pouvoir prévenir un coup d'État. En Chine, c'était Mao veut garder le pouvoir pour lui-même, et l'idéologie est son arme, et est son arme personnelle. Et il va faire en sorte de tout verrouiller avec ça. Quand Deng veut déverrouiller la Chine et l'ouvrir aux capitaux étrangers, l'ouvrir aux investissements étrangers, l'ouvrir aux machines étrangères, et généralement l'aider à l'enrichir. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris un petit village de pêcheurs sur la côte, et il a dit, écoutez, et si on tentait juste de s'ouvrir un tout petit peu à l'étranger, juste là, juste un village. C'est qu'un village, ça ne coûte rien.
Le village, il s'appelait Shenzhen. Aujourd'hui, c'est 30 millions d'habitants. Tous les Chinois sont venus y travailler parce que, à partir du moment où il a laissé venir les entreprises étrangères, à partir du moment où il a laissé s'installer les machines, les systèmes, les usines, les us et coutumes, les entreprises et leur façon de travailler, leur savoir-faire, les Chinois ont pu commencer à rentrer de plein pied dans une production moderne. Ils avaient, en Chine, avant Deng Xiaoping, les exacts mêmes problèmes qu'en Russie. Tout était décidé au niveau de l'État. Quand tout le monde devait faire des machines toutes pourries sous le grand bond en avant, quand tout le monde devait punir les salauds d'élite traîtresses qui osaient dire que le communisme ça marchait pas, qui osaient dire qu'il y avait des meilleures solutions que ce que proposait Mao, ça, c'était fait dans tout le pays, sans exception. Par contre, quand vous arrivez avec Deng qui dit « un village, ça nous coûte rien », et ben après le village, il y en a eu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. C'est devenu des zones économiques spéciales et ça a complètement ouvert la Chine. Et il a fallu le faire un tout petit peu en disant « c'est rien, ça ne changera rien ». Et ça a tout changé. Mais personne ne pouvait dire, en fait, le communisme de Mao, ça marche pas. Ce qui est assez fascinant, en fait, avec cette espèce de comparaison Russie-Chine, c'est que les deux ont rencontré les mêmes problèmes structurels, qui sont endémiques dans le marxisme. Parce qu'à chaque fois, vu que le communisme, personne ne va jamais y arriver, encore une fois, c'est possible que si vous vous sentez de vivre comme un schtroumpf, peut-être que c'est possible. Pour la quasi-totalité des gens, c'est pas possible. Mais là où pour l'état final du communisme, on va appeler ça comme ça, c'est pas possible, l'état socialiste, lui, désolé de le dire, mais vous regardez ce que la France faisait sous De Gaulle, avec beaucoup de planification centralisée, ça s'en rapproche. Vous regardez le fait, encore une fois, que derrière les idéologies que Marx avait créées au XIXe siècle, il y a eu augmentation des salaires, il y a eu augmentation du niveau de vie, que déjà, dans les années 30, on avait les congés payés, on avait tout un tas de progrès sociaux, la semaine de 39 heures, je crois, à l'époque, ou de 40 heures. On avait eu un énorme tas d'amélioration des conditions de vie, de travail de tous les travailleurs, et on avait la planification centralisée, et très franchement, sous De Gaulle, on s'en sortait plutôt très bien. Vous regardez ça, et vous vous dites que Marx, qui lui voulait atteindre d'abord la dictature du prolétariat pour se débarrasser des bourgeois, puis réorganiser l'État, la société, la production de sorte à créer le paradis communiste, non seulement ils n'ont jamais passé l'étape de la dictature du prolétariat, c'est juste que c'est devenu la dictature du parti, mais surtout, que ce soit ceux qui étaient plutôt pragmatiques et qui se sont ouverts à l'étranger, ont acheté des machines, ont fait beaucoup de sacrifices, que ce soit ceux qui ont voulu rester très fiers et très purs idéologiquement, dans tous les cas, ils ont fini avec un énorme État, une structure monstrueusement lourde, qui n'était pas capable d'appliquer ce qu'ils voulaient. Et la Chine avait un État beaucoup plus avancé, beaucoup plus complexe, beaucoup plus vieux que la Russie. Même en Chine, c'était pas possible. Ça n'était pas possible. Et je dis ça, mais quand les entreprises étrangères ont commencé à arriver et qu'on a autorisé les Chinois à utiliser leur bon cerveau, utiliser leur administration pour faire avancer la productivité selon les normes occidentales, ça a décollé comme une fusée. De 1978 et l'ouverture du pays par Deng jusqu'à aujourd'hui en 2026, la Chine a connu une croissance tellement immense que c'est probablement la plus grande de l'histoire de l'humanité. Et tout ce qu'il a fallu faire, c'était lâcher quelques villages, et ensuite laisser les choses se faire. La leçon à tirer de l'application du marxisme en Russie, c'est que il était impossible de faire 150 ans en 10 ans, et qu'à essayer de le faire, tout ce que Staline a réussi à produire au final, c'est une énorme industrie, certes, mais un État qui n'était pas capable d'évoluer derrière son règne de terreur. La leçon du marxisme en Chine, ça n'est pas que l'État chinois était incapable de gérer l'évolution monstrueuse de l'économie que l'industrialisation devait amener, mais c'est qu'en s'enfonçant dans l'idéologie, on a donné le pouvoir à un type qui était très fier, qui ne voulait rien céder à l'étranger pour des raisons politiques personnelles, et qui au final a maintenu la Chine dans une stagnation dans laquelle elle n'avait aucune raison d'être. La Chine, entre
45 et 50 termine sa guerre civile. Entre 50 et 53, elle est en guerre de Corée. De 53 jusqu'à la mort de Mao en 78, il y avait tout pour progresser. Une population énorme et intelligente, une très grosse administration, un peuple généralement fidèle au Parti communiste, et il y a eu des progrès, hein. C'est pas comme s'ils avaient complètement stagné pendant toute la période. Mais la réalité, c'est que si Mao avait avalé sa fierté et laissé Zhou Enlai ou d'autres prendre plus de pouvoir, et avait accepté les machines russes et avait accepté une plus grande influence étrangère, on n'aurait pas eu besoin de voir la Chine se traîner la patte dans la misère pendant 25 ans. En 5 à 10 ans, ça aurait pu être réglé. La Chine aurait pu monter très vite. Et les deux puisent ces échecs directement dans le marxisme. Que ça soit la structure extrêmement lourde, que ça soit utiliser le terme d'élite, le terme de capitaliste, que ce soit en fait définir tout ce qui ne plaît pas aux chefs comme étant bourgeois pour pouvoir asseoir leur pouvoir, que ce soit même quelque chose comme l'espèce de contrôle total sur les paysans qu'avait Staline. Je ne dis pas que ce n'avait pas des vraies raisons, je dis simplement que le marxisme voulait libérer les travailleurs. Et ça a produit 6 millions de paysans morts, même si au final ça a permis de créer une industrie très puissante, et ça a produit je ne sais combien de morts en Chine, et ça a produit je ne sais combien de décennies de misère pour les travailleurs et les fermiers. Et pour rien. Au final, l'URSS est complètement tombé, et la Chine est objectivement extrêmement peu communiste aujourd'hui. À la rigueur, il y a une planification d'État et des ordres qui sont donnés de sorte à ce que l'économie avance selon des plans quinquennaux. Très bien, très bien. Mais dans ce cas-là, si c'est ça les critères, Charles de Gaulle était un communiste. Et un communiste très réussi, j'ajouterais. Il n'a pas eu besoin de culte de la personnalité. Il n'a pas eu besoin de fermer le pays aux autres. Il n'a pas eu besoin de tout bloquer et de dire « Nous, ici, nous allons tout faire tout seuls ». Et il a réussi bien mieux qu'eux. La finalité, c'est que même à faire le communisme, même à faire de la planification d'État socialiste, même à essayer de libérer le travailleur du joug des bourgeois, quelqu'un comme De Gaulle et les capitalistes bourgeois qui ont créé autant de production entre 1850 et 1950 ont fait beaucoup plus pour libérer la condition des travailleurs que ne l'ont jamais fait les communistes. Ah bah d'ailleurs, ça me donne l'occasion de sauter sur la Corée, très vite. Alors, l'idéologie nationale de Corée s'appelle le Juche. Je parle de la Corée du Nord, bien sûr. Le Juche, c'est du gaullisme en extrémiste. C'est-à-dire que c'est la planification à la gaulliste, c'est l'indépendance nationale technologique et industrielle à la gaulliste, c'est la Corée du Nord ne doit avoir peur de personne et ne doit pouvoir se faire impressionner par personne. C'est tout à fait du gaullisme, hein. C'est fierté nationale, indépendance industrielle, militaire et économique, indépendance agriculturelle, faire tout ce qu'il faut pour que la nation n'ait à rendre de compte à personne, et armes nucléaires. Ils sont même ça. La seule différence, c'est qu'ils considèrent qu'avoir le pays totalement fermé, c'est une bonne chose. De Gaulle n'allait quand même pas aussi loin. Et pour prendre, d'ailleurs, tant qu'on est au petit pays, faisons-les vite, Cuba, bon, j'ai un peu d'affection pour Cuba parce que je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est juste que c'est un peu idiot. Pour le simple fait qu'ils sont une île et qu'ils n'ont pas exactement des ressources immenses eux-mêmes, Cuba est resté en grande partie à de l'agriculture parce que l'industrie c'était pas une option, et aussi ils ont beaucoup travaillé à utiliser leur peu de ressources pour une certaine chose, c'est que, c'est méconnu, mais Fidel Castro était de profession avant de devenir révolutionnaire, médecin. Et en tant que médecin, il a fait en sorte que Cuba est l'un des programmes de formation de médecins les plus agressifs au monde, et il envoyait ses médecins un peu partout en Amérique du Sud comme une espèce d'international de l'aide médicale. Il n'y a pas beaucoup plus à dire sur Cuba, si ce n'est que, étant donné que l'Amérique considère que c'est leur chasse gardée et qu'ils pensent que Cuba est, si j'ose dire, la fille qu'ils doivent ramener à la maison exactement comme le Mac doit ramener la pute, évidemment que Cuba n'a pas eu un sort très drôle. En réalité, il y a toute une histoire à faire et elle est assez sordide de combien les Américains ont tout fait pour les détruire, et le font encore. Mais la réalité, c'est que Cuba n'avait pas vraiment les moyens de devenir très industriel.
Elle est restée assez agraire, très agraire, touristique si l'Amérique ne bloquait pas tout, et médicale. Il n'y a pas beaucoup plus à dire, il y a beaucoup de petits détails à dire, mais fondamentalement, leur application du marxisme est intéressante, ne serait-ce que parce que dans l'ensemble, même s'ils ont aussi construit l'État tout-puissant, les planifications, les plans, le contrôle total, il n'empêche que ils ont fait des médecins, une économie de merde, et c'est pas allé beaucoup plus loin que ça. J'aimerais dire qu'il y a beaucoup à dire sur le Vietnam, il n'y a pas. Ah oui, sans surprise, c'était plus ou moins calqué sur l'URSS pendant longtemps, puis ensuite, après qu'ils aient enfin réussi à mettre les Français, puis les Américains, puis les Chinois dehors, c'est devenu surtout du communisme ne m'emmerde pas. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, il n'y a pas eu grand chose. Ils ont fini, quand ils ont vu la montée en puissance de la Chine à partir des années 90, de se caler sur le modèle chinois, et depuis, ils suivent. Ils s'en sortent très bien d'ailleurs, dans l'ensemble. C'est un pays qui est promis un bel avenir pour l'instant. Ce qui nous amène au dernier point. Le Cambodge. Alors, il y a une seule chose à dire sur le Cambodge communiste. Ça n'a duré que 4 ans. Ça n'a duré que 4 ans parce que ils avaient la politique autarcique de la Chine, très idéologique. Ils avaient l'ambition d'être extrêmement idéologique, beaucoup plus que Mao. Et ils ont appliqué l'idéal d'exterminer les horribles élites oppressives plus que n'importe qui. Ils ont génocidé tout le monde. Mao a mis en prison ses adversaires politiques. Staline a fait pareil, plus ou moins. La plupart des communistes étaient très brutaux avec les adversaires politiques. Mais, chez les Khmers rouges, chez les Cambodgiens, c'était tellement extrême, c'était tellement monstrueux, qu'ils n'ont pas seulement mis en prison, ils ont exterminé par la faim et le massacre la quasi-totalité des professeurs, la quasi-totalité des élites, la quasi-totalité de tout. Ils ont fait, en à peine 4 ans de pouvoir, on estime à 1,7 million de victimes. 20% de la population du Cambodge. Pour comparaison, les nazis, avec leurs 25 millions, ont fait moins à la Russie qui était leur ennemi. Ce qui est quand même très impressionnant. Je ne vais pas pousser le bouchon jusqu'à dire que les Khmers rouges étaient l'expression ultime du marxisme. Oui, c'est profondément anti-élitiste. Oui, c'est profondément il faut se débarrasser des horribles élites qui nous oppressent, tout ça, les profs, les religieux, les ceci, les cela. D'accord. Jamais, dans aucun des textes de Marx, on a vu quelque chose qui se rapproche du degré de violence des Khmers rouges. Même pas proche d'eux, ça n'est juste pas tenable. Ça ne tiendra nulle part d'essayer d'étirer les textes de Marx, même les plus extrémistes, à ça. La réalité, c'est que c'était monstrueux, c'est tout. Et pour vous dire à quel point c'était monstrueux, il y avait tellement de massacres au Cambodge que les réfugiés cambodgiens fuyaient par centaines de milliers au Vietnam. Ça a créé une crise des réfugiés qui traînaient dans les rues au Vietnam. Les Viettes, au bout d'un temps, n'ont plus supporté ça. Ils ont littéralement lancé l'armée vietnamienne pour se débarrasser des Khmers rouges. C'était des tels salopards de communistes que les salopards de communistes à côté sont venus les tuer pour avoir moins de communisme. Y a-t-il besoin de dire plus ? Je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai beaucoup monologué. Je ne vais pas éditer ça, clairement c'est trop de boulot. Je vais juste mettre une image et je vais dire c'est un podcast. Mais si on doit conclure toute cette longue description de l'application du communisme, je pense qu'il est important de retenir une chose. Marx est mort en 1883. Le blâmer de tout ce qui s'est passé au XXe siècle est franchement exagéré. Et encore une fois, par rapport à l'environnement dans lequel il a grandi, une grande partie de ses décisions politiques sont compréhensibles. Il a voulu mettre bas à la bourgeoisie, il a voulu créer une société plus juste, il a voulu apporter un grand nombre d'améliorations à la condition de gens qui, objectivement, souffraient beaucoup. Le problème, c'est qu'il a pris quelque chose qui était une analyse intelligente et l'a essentialisé jusqu'à ce que ça devienne
les élites contre les opprimés, et c'est devenu l'arme des pires salopards. Si Brejnev a pu faire débarrasser Khrouchtchev au nom de l'orthodoxie communiste, parce que les réformes étaient trop risquées, si Staline a pu collectiviser jusqu'à faire 6 millions de morts chez eux, la nourriture de tous les fermiers du RSS, si Mao a pu forcer toute la révolution culturelle pour couvrir le fait que le grand bond en avant était un échec, pour couvrir le fait que dans l'ensemble, lui-même ne pouvait pas lâcher sa position de grand idéologue orthodoxe du communisme. Si la Corée du Nord est encore un espèce de royaume fermé aujourd'hui, alors que bon, de l'eau a coulé sous les ponts quand même. Si les Khmers rouges sont devenus des monstres génocidaires. Certes, ça n'est pas de la faute directe de Marx, et je suis sûr qu'il n'a jamais voulu ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quand il a eu le choix de dire « c'est juste une théorie économique sur les défauts du capitalisme, et je n'ai pas de vraie solution », ou de dire « en fait, j'ai compris l'univers, et tout depuis la nuit des temps, ce sont des élites qui oppressent les travailleurs, et les pauvres travailleurs doivent se liguer pour se libérer de ces élites », eh ben, il a choisi l'option 2, et ça nous a amené tous les résultats qu'on a. Et à ça, on peut faire 1 million de commentaires. On peut exprimer tout un tas de regrets, tout un tas de relativisme sur le fait qu'il a quand même créé le marxisme dans la vague de la Révolution française, qu'il l'a fait avec cette idée que enlever les rois, enlever les chefs, tout ça, c'était une bonne chose. Et d'ailleurs, Marx était bien plus, il était assez au fond, j'exagère un peu quand je dis qu'il voulait enlever les rois et la noblesse, pour lui c'était déjà fini, et la bourgeoisie avait pris tout le pouvoir. Bon, c'est pas cohérent par rapport au fait qu'il prétendait que sa vision du monde était là depuis la nuit des temps, mais peu importe. De toute façon, il a beaucoup de défauts, Marx. Mais son plus grand défaut, c'est qu'au fond, il est venu dire, vous êtes dans le juste quand vous vous débarrassez des gens qui sont meilleurs que vous. Ça a donné tellement de blanc-seing à des corrompus, les types qui ont accompagné Brejnev, à Mao qui a maintenu le pouvoir, aux salopards des Khmers rouges qui faisaient tout ce qu'ils faisaient en expliquant qu'au fond, plus vous tuez de gens compétents, mieux sera la société. Ça a fait tellement de mal. Et le pire, c'est que tous les problèmes que Marx voulait régler, le capitalisme a fini par les régler. Et c'est peut-être ça la leçon finale, au fond. Il y a beaucoup d'autres commentaires à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais s'il y a une leçon finale à tirer de toute cette longue étude de ce que le marxisme a apporté et de son application dans la vraie vie, c'est que quand vous ne savez pas, il vaut mieux admettre que vous ne savez pas. N'essayez pas de broder avec des « en fait, j'ai tout compris ». Tout ce que Marx avait à faire, c'est dire « j'ai compris les défauts du capitalisme, mais pour la solution, je ne sais pas. » À la place, c'est devenu juste tuer toutes vos élites et écraser toutes les personnes qui s'opposent à la dictature du prolétariat, et vous finirez par créer le paradis après avoir créé d'énormes États, des structures monstrueuses qui devront tout contrôler au nom de la justice sociale. Alors qu'en face, les capitalistes qui tâtonnaient tout le temps, qui tâtonnaient entre patrons qui voulaient le plus de profit et syndicats qui voulaient des meilleurs salaires pour les travailleurs, qui tâtonnaient entre telle petite entreprise, telle grande entreprise, telle moyenne entreprise, laquelle est la meilleure, qui va avoir le meilleur produit, qui va réussir à avancer le mieux, qui va réussir à ouvrir de nouvelles succursales, à améliorer ses machines. Les capitalistes faisaient n'importe quoi. Et n'importe quoi, ça permettait de fonctionner de façon naturelle, organique. Oui, le système était inégal, mais il produisait. Un travailleur d'aujourd'hui, même au SMIC, vit dans un confort physique qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait au début du siècle. Et pourtant, on est dans un déclassement permanent depuis le milieu fin des années 70. On vit dans un confort incroyable par rapport au passé. On vit avec des capacités incroyables. Et le communisme, à chaque fois, est monté dans la dictature du prolétariat, dans l'État socialiste, a tenté de tout planifier au nom de la justice, a créé des immenses structures intenables, et a créé des famines et de la misère, a maintenu des gens dans la misère pendant des décennies,
n'a jamais réussi à avancer. Et c'est triste au fond. C'est triste parce que le problème capitaliste est toujours là. Depuis que les Américains ont commencé à faire leur impression infinie d'argent au début des années 70, ils l'ont relancé. Les riches deviennent toujours plus riches. Les pauvres toujours plus pauvres. Nous sommes en train de revenir, ça, j'aimerais dire que c'est une blague, mais factuellement, les gens ont commencé à tester certaines métriques. Le niveau d'inégalité actuel en Amérique est revenu à celui de l'âge doré. L'âge doré, c'est toute la période 1870-1900. C'est-à-dire juste la fin de la grande vague d'industrialisation vers la fin de vie de Marx. C'est juste avant que ça commence à se décanter un peu et que les inégalités se remettent un peu en place. Les problèmes du capitalisme sont toujours là. L'État, américain en l'occurrence, mais vu qu'on est dans une économie globalisée et qu'ils sont les détenteurs de la monnaie de réserve, l'État peut tricher pour obtenir l'argent et les forces vives de tout le monde. Et il peut le faire avec l'accord d'une bourgeoisie, avec l'accord de ce qu'on appelle aujourd'hui les globalistes, qui veulent avoir plus de profit, et il peut créer, et il a créé les moyens d'obtenir du profit et de leur donner leur part pour que les très riches deviennent toujours plus riches, que l'État américain devienne toujours plus puissant et corrompu, tandis que tous les autres deviendront tous très pauvres. Marx a raison aujourd'hui. À nouveau. C'est faux. Virtuellement, ouais, peut-être que j'étais optimiste en disant 50, on va dire 70. De 1870 jusqu'à 1970, toutes les inégalités s'aplatissaient parce que justement, on améliorait l'économie de sorte à ce que tout le monde puisse trouver son dû. C'était pas parfait. Il y avait besoin de lutte syndicale, il y avait besoin d'accords, il y avait besoin de plein de choses. Mais c'était objectivement quelque chose qui fonctionnait. À la place, il est venu dire faites la révolution et imposez la bonne solution. Et ça a été pire partout. Tellement plus inégalitaire. Dans tant de pays socialistes où l'État a tellement de pouvoir, parce que c'est la seule structure dont on peut diriger l'économie, que soit vous êtes dans les petits papiers de gens à l'intérieur de l'État qui ont beaucoup de pouvoir, soit vous allez vous faire voir, vous n'avez aucune chance. C'est fou. C'est fou. Le marxisme a rendu le monde fou. Et le pire, c'est qu'il y a encore plein d'imbéciles qui y croient. Plein de types qui sont persuadés que plus on abattra les élites, plus on crachera sur les patrons, plus on crachera sur les supérieurs dans la société, mieux ça ira. L'esprit malencontreux des républicains post-Napoléon, ceux qui se voudraient héritiers de la Révolution française, enrobés dans le marxisme, qui est venu nous pourrir jusqu'à aujourd'hui, et qui continuera.